il a participé à l'ouvrage collectif La République de Weimar et ses réveils actuels, qui a été récemment publié. Donc je lui laisse la parole sur le thème de état d'urgence et croissance de la droite néo-nazie en Grèce. Je vous remercie pour l'invitation et pour votre présence aujourd'hui. Je dois demander des excuses pour deux raisons. L'une est la moins sérieuse, c'est que mon français ne m'aide pas beaucoup, donc je lirai par l'ordinateur. Et la deuxième, qui est plus sérieuse, et que dans mon intervention, je n'ai pas fait une théorie systématique à vous présenter. Et c'est ça qui m'intéresse plutôt, d'enregistrer quelques tendances. Mais je crois en même temps que la théorisation et le travail sur la théorie dans ces tendances est un travail très nécessaire et qu'on doit le faire le plus tôt possible. Donc, je commence. Ces dernières années de la crise en Grèce, le débat public semble... Ces dernières années de la crise en Grèce, le débat public semble être dominé par des tendances contradictoires. La première a comme drapeau la théorie des deux extrêmes et une version actuelle, si vous voulez, de la théorie antitotalitaire. Et l'autre, son adversaire, est cette tendance qui constate qu'en Grèce, un état d'urgence est mis en place et la critique ici est soutenue de la lecture de Carl Schmitt proposée par Giorgio Agamben. Dans ce qui suit, je vais essayer de montrer qu'en Grèce, le maintien du pouvoir capitaliste au fond de la crise semble dépassé par, et j'enregistre les tendances, la diabolisation de la gauche comme l'un des deux extrêmes qui menace la démocratie, la présentation de la Grèce comme le dernier pays soviétique et la présentation du discours dominant comme discours de la résistance, comme Philippe a dit, la déstigmatisation de la droite néo-nazie avec un traitement relativiste vers les néo-nazis qui abolit la singularité du nazisme, la suppression, l'abolition totale des droits sociaux garantis par la Constitution et par conséquent la dissolution de la solidarité sociale et l'affaiblissement radical des partis au niveau de l'organisation des intérêts et des coalitions sociales, le renforcement du pouvoir exécutif et la dégradation systématique de celui législatif au nom de l'urgence, la diffamation de la démocratie de la période après la dictature grecque de 1967 jusqu'à 1974 et aussi des recherches idéologiques au-delà de cet héritage démocratique. Et donc, après avoir enregistré ces tendances, je voudrais montrer que dans ce territoire, c'est le centre politique qui construit un espace vital pour le développement du néonazisme en mettant la démocratie en Grèce en grave risque, le plus grave après 1974. C'est la fin de la dictature grecque. Donc, si nous admettions que dans la crise en Grèce existe et fonctionne un état d'urgence, c'est quelque chose de risque et il y a de mon part une certaine inquiétude si on adopte sans réfléchir qu'il y a en Grèce ou qu'il y a en Europe en général qui est déjà formé un état d'urgence. Donc si nous admettions ça, ce choix aurait de graves conséquences tant sur le plan théorique et sur le plan politique. Sur le plan théorique, les formes de l'état capitaliste d'urgence, le bonapartisme, la dictature militaire et le fascisme, c'est évident qu'en Grèce sont absentes. Si malgré tout on adoptait une telle vision, cela voudrait dire que la résistance à cette forme d'État devrait être principalement hors des institutions et en tout cas aurait l'autorisation d'être violente tant que l'état d'urgence est un état de décision et d'oppression violente, moins un état de règles respectées et des règles qui permettraient la négociation. C'est clair donc pourquoi il semble au moins ironique que le terme urgence en Grèce est mis dans le vocabulaire quotidien politique, non pas à cause de la gauche, qui peut-être est présentée comme une force qui exagère, mais des journalistes, des universitaires et des politiciens appartenant au centre politique. D'abord, c'était le premier jour de la révolte de la jeunesse grecque
en 2008, qu'on discutait la possibilité que l'armée anglaise prendrait en charge la suppression des protestations. Un peu plus tard, c'était le gouvernement socialiste anglais, en 2009, qui utiliserait le même terme, urgence, état d'urgence, pour justifier cette période l'accélération des mesures néolibérales au nom de la crise. Et dans ce cas-là, ce terme, urgence, signifiait le genou alternatif. Il n'y a pas de choix d'autre que de soutenir l'austérité et les mesures néolibérales. Et finalement, c'est encore aujourd'hui, ce jour-là, que l'urgence, le terme état d'urgence revient en indiquant maintenant la possibilité que l'armée sorte pour affronter la manifestation contre les nouvelles mesures d'austérité. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une exagération rhétorique que la droite a léguée à la gauche? À mon avis, la réponse n'est pas facile. À partir de 2010, en Grèce, il y a une inversion de direction des méthodes autoritaires utilisées par l'État d'une autre époque pour appliquer à cette époque-là le paradigme fordiste. Maintenant, ce sont les mêmes méthodes autoritaires, mais utilisées au niveau national et européen, et maintenant utilisées pour l'institutionnalisation complète de l'État néolibéral. Il s'agit, on dirait, d'une fonction à the New Deal, mais dans ce cas, il n'y a plus de contrat social, toute la responsabilité de la survie passe par l'État et le capital à l'employé. En Grèce, le chômage est près de 25%, en ce qui concerne les gens surpasse les 50%. Des hôpitaux, des structures de soutien psychologique et des universités ferment, il y a des élèves faibles de la faim, et le premier salaire est presque égal à l'aide financière aux chômeurs avant la crise. Les dépenses pour les détenus dans certaines prisons sont moins de 2 euros par jour, et c'est la période où la réduction des salaires et des pensions au niveau de la pauvreté est justifiée par la nécessité de soutenir ceux qui ont perdu leur travail. Malheureusement, le Parlement est limité à valider simplement les mesures d'austérité et parfois tout simplement respecter les ordonnances, les actes législatifs, dont la discussion au Parlement est de plus en plus prétendue. Si un député refuse de voter un acte législatif ou une loi, le scénario le plus possible est de se trouver hors des partis qui soutiennent le gouvernement. Alors que l'État parlementaire devient de plus en plus élitiste et autoritaire, il est évident en Grèce que la seule façon de s'imposer pour que cet État s'impose comme un État démocratique est la célèbre théorie des 2 extrêmes et en même temps la construction de la figure de l'émigré criminel. Dans le premier cas, en ce qui concerne la théorie des 2 extrêmes, l'État compense le populisme de la gauche et la droite, bien que l'évocation principale du populisme droite concerne la nation et non pas le peuple, ou moins souvent le peuple, c'est-à-dire juste comme l'évocation du centre politique. Ce qui est pire, la théorie des 2 extrêmes n'ose pas dénommer et compenser la droite nazie et la gauche de Syriza, qui est le parti principal d'opposition, c'est-à-dire de compenser d'un côté les héritières de la résistance antifasciste, avec l'autre côté ceux qui font revivre la gloire de la Wehrmacht. Vous voulez dire comparer? Comparer, compenser, mettre l'un à côté de l'autre. Par conséquent, le centre politique affaiblit par avance une large alliance antifasciste qu'aujourd'hui en Grèce est absolument nécessaire, et il affaiblit cette alliance en relativisant la menace, en faisant relative et pas singulière la menace fasciste, en déstigmatisant le néofascisme et en désactivant l'héritage de l'après-guerre en Europe, c'est-à-dire le souvenir de la victoire contre le fascisme. En même temps, la théorie des 2 extrêmes cache les convergences multiples et perturbantes entre le centre politique et le néonazisme. Je parle d'une rencontre sur le terrain du révisionnisme historique, et sur le terrain de la haine contre le supposant populisme de la démocratie en Grèce après la dictature, et aussi un terrain de l'antisyndicalisme, du racisme culturel de la crise, il n'y a pas d'espace pour les émigrés, nous avons de la crise maintenant, de l'élitisme, soit l'esprit d'excellence à l'université et au gouvernement, qui est les néolibéraux romantiques, soit l'excellence du sang des néonazis,
et finalement au terrain de la moralisation de la politique. La convergence et la complémentarité apparaissent plus clairement, à mon avis, sur les sujets de l'immigration, où les politiques publiques sont résumées comme suit. On expulse tout ce qu'on peut expulser, et on fait tout ce qu'on peut, et puis on fait tout ce qu'on peut pour forcer les autres de partir aussi. Les conséquences de cette convergence sont visibles en Grèce chaque jour. Une prolifération, une augmentation incroyable de la violence raciste et en même temps aucune condamnation des acteurs de ces actes violents. Et en nombreux cas, la police refuse même d'enregistrer des incidents, tandis que d'autres fois, c'est elle-même, la police, qui participe aux actes violents, et sans discuter, bien sûr, l'impunité qui est par avance assurée. Dans des cas extrêmes, ce sont les victimes qui se trouvent être dénoncées, car ils n'ont pas de papiers. Et le mois dernier, un avocat d'un immigrant, il a été bloqué au poste de police, tandis que des néonazis lui menaçaient, la police ne parvenait pas. Dans le deuxième cas, le cas des migrants, l'État élitiste trouve la seule chance de parler au peuple comme le peuple, de devenir populaire de nouveau. Comment? En construisant une subjectivité sur l'idée que la seule façon de protéger le travail consiste à diviser les travailleurs en base nationale, la seule façon afin de protéger les biens sociaux est d'établir des expulsions pour une partie de la société, le chauvinisme de la protection sociale. La seule protection possible de la petite propriété est la répression du commerce illicite, en fait des fournisseurs et non des circuits. Et la seule façon finalement de protéger l'ordre public est la protection avec une police qui travaille comme ou à côté des non-nazis. Et on a des exemples à Athènes, à Patræa, à Komotini sur ce sujet. En ce qui concerne l'immigration, en Grèce, nous sommes aussi dans l'ère des campus, dans l'ère des centres de détention, en continuant de payer des amendes pour des conditions de détention et de causer, comme sur la violence raciste, les plaintes répétées d'Amnesty International, des Nations Unies et de Human Rights Watch et d'autres organisations internationales. Et un chapitre spécial en ce qui concerne les tendances que j'ai mentionnées jusqu'ici est l'intensité de la violence policière. En 2011, les ministres de l'ordre public avaient averti que pour protéger la démocratie, ils n'hésiteraient pas à dissoudre, même à dissoudre, certains corps policiers. Et finalement, non seulement il a hésité de les dissoudre, de les abolir, mais un an plus tard, aux élections de cette année, on a découvert que presque la moitié des policiers d'Athènes et des corps spéciaux a voté pour les néo-nazis. Le problème, cependant, n'est pas particulièrement ça. Presque chaque fois que l'opposition dénonce des cas similaires aux ministres, on a des réponses comme vous n'avez pas le droit de parler et vous voulez supprimer la démocratie. Un cas typique est bien sûr l'attaque des ministres contre le quotidien Guardian, qui a révélé que 15 antifascistes ont été torturés par la police le mois dernier. Malheureusement, le problème principal n'est pas ni les ministres. C'était le premier ministre, Samaras, qui avant les élections promettait la sécurité aux personnes âgées, menaçant d'expulser les enfants des immigrants sans papier hors des écoles maternelles et à chasser les masqués. Pour le gouvernement, la violence raciste est encore terra incognita, une terre qui ne la connaît pas. Son agressivité, à l'autre côté, commence et finit avec la gauche, laquelle est avertie d'oublier ce qu'elle savait. Malgré que Syriza est maintenant la deuxième partie du pays, le gouvernement insiste de l'accuser comme protecteur de la violence politique en utilisant un vocabulaire qui rappelle très souvent de la guerre civile. Les mêmes tendances sont présentes aussi aux médias. Il est sans précédent dans les annales de la Grèce à partir de 1974 que le parti principal d'opposition n'a pas le soutien d'aucun grand quotidien ou de la télévision, et plutôt que ce parti affronte très souvent une hostilité ouverte. En même temps, et bien que les grands médias ont adopté la théorie des extrêmes,
leur attitude vers l'aube dorée est différente. L'aube dorée, elle appartenait aux nazis. Et pas plus tard qu'hier, une femme députée du Parti communiste, qui avant les élections avait été frappée par un membre de l'aube dorée, aujourd'hui député, elle a été imposée hier dans un spectacle satirique de mauvaises blagues. Un homme corsé avec des vêtements noirs lui menaçait avec des gants de boxe en face de la caméra. C'était la blague. Et plus généralement, les plus grands journaux les journaux les plus grands en circulation en Grèce soutiennent ouvertement l'aube dorée. Et il y a aussi la promotion de son ordre de la violence contre les immigrants et les réfugiés comme quelque chose qui est normal. Les tendances décrites indiquent, à mon avis, une tentative de réorganiser l'hégémonie en temps de crise à tous les niveaux. Une crise politique, économique, idéologique et culturelle. Il est clair que du point de vue de l'aube dorée, ce type de réorganisation de l'hégémonie par les centres politiques prépare un espace vital. Les centres politiques jouent ici un rôle principal, même avant la crise. Pendant la période 2004-2009, les études scientifiques montraient que la droite traditionnelle pouvait être un gouvernement par un côté, et en même temps, la droite métafasciste de Laos pouvait se renforcer. Dans les années qui ont suivi, l'administration de la crise financière, non seulement les mesures économiques, mais aussi les changements dans le niveau politique et idéologique, a conduit à la radicalisation de cette tendance. Donc, si l'extrême droite de chaque type constitue le terrain commun de l'extrémisme, les centres politiques, qui a été créé pendant la dernière période avec la participation de l'extrême droite métafasciste, a été de montrer le terrain de la floraison du néonazisme. L'aube dorée existe depuis plus de 20 ans en Grèce, mais son augmentation rapide a eu lieu dans le terrain d'une démocratie sans démos, difficile à défendre et difficile à inspirer, tandis que la construction de l'État démocratique construit aujourd'hui un type de peuple très proche à l'électeur moyen de l'aube dorée, celui qui craigne pour l'avenir, celui qui se retire vers la biographie personnelle ou nationale, celui qui croit plus qu'il pense ou il pense pour peu de choses. C'est un peuple national qui suit la crise de l'Europe, une crise qui ne menace pas seulement la démocratie existante, mais directement, à mon avis, l'acquis des Lumières. Revenons on pourrait ici, et pour finir, revenir à la définition de l'état d'urgence. C'est la tentative de l'État de maintenir le système juridique existant et l'ordre existant en les annulant et en renforçant les pouvoirs exécutifs. Aujourd'hui, cette tendance est visible partout en Grèce. Heureusement, cette tendance rencontre jusqu'aujourd'hui des obstacles puissants et je crois que le renforcement de la gauche est le plus important d'entre ces tendances adversaires. J'espère que cette tendance devient plus forte à travers l'Europe. Sinon, les scénarios des états d'urgence seront à la suite d'une démocratie autoritaire, mais pas morte encore. C'est ça.